Avez-vous déjà entendu parler du roi Louis II de Bavière, le roi fou de Bavière? Un roi solitaire, passionné d'art, d'opéra et de châteaux fantastiques. Tellement différent qu'on l'a surnommé le roi fou. Mais était-il vraiment fou? Ou simplement en avance sur son temps? Louis II monte sur le trône en 1864 à l'âge de seulement 18 ans. Dès le début, il ne cache pas sa passion pour l'art et la culture. Il se désintéresse vite des affaires politiques. Il fuit la cour, les réunions, la guerre. Il ne veut pas signer de décret. Il ne veut pas voter de loi. Il ne veut pas faire de politique. Il se réfugie dans le domaine royal de l'Indo et y invite le compositeur Richard Wagner, dont l'opéra Lohengrin a été un tel succès. Il devient son conseiller musical et son ami. Louis II admire Richard Wagner. Il est fasciné par ses musiques. Pour lui, c'est un génie, un véritable artiste. Il veut le protéger, le soutenir, lui faire plaisir. Il lui offre des châteaux, des places, de l'or. Il finance ses opéras. Il l'invite à la cour. Il lui donne un pouvoir incroyable. Il lui confie même la direction de l'opéra de Munich. Louis II rêve d'un monde idéal. Un monde où l'art remplace la politique, où la musique est reine, et où Richard Wagner est son souverain. Mais ce n'est pas tout. Louis II a besoin de s'évader de la réalité. Il veut vivre dans un monde fantastique. Pour cela, il décide de construire de nouveaux châteaux. Des châteaux de rêve, des châteaux imaginaires, des châteaux oubliés du temps. Il en commande 3, et chacun est plus extravagant que le précédent. Le premier, le plus célèbre et le plus insolite, c'est Neuschwanstein. C'est le château de la légende. Il est perché sur une montagne, au-dessus du village de Schwangau, entouré de rochers et de forêts. Il a été construit dans un style médiéval, mais c'est une pure fantaisie, une œuvre d'art, une peinture vivante. Il est rose, bleu, blanc, violet. Il a été inspiré par les contes de fées, par le poète français Lamartine, par l'opéra de Wagner, par le roi Arthur, par l'imaginaire. Les murs du château sont décorés de fresques, de sculptures, de pierres tombales. Les pièces sont peintes de teintes pastel. Elles sont meublées de façon extravagante. L'opulence règne dans ce lieu féerique. On peut visiter le boudoir de la reine, la salle du trône, le théâtre, le musée de la royauté, la bibliothèque. Le roi a prévu tout un univers dans cet endroit magique. Il a prévu 150 salles. Le roi rêvait de s'y installer avec sa mère, ses sœurs, ses amis, tous les siens. Mais le château a été construit pour rester vide. L'autre château de Louis II, c'est Linderhof. C'est un petit palais luxueux situé au cœur d'une forêt luxuriante. Il est entouré de jardins, de fontaines, de statues, d'allées. C'est un lieu secret, un lieu intime, un lieu paisible. On peut y admirer le mobilier précieux, les tissus fins, les tableaux rares. Le roi a voulu y vivre, entouré de quelques personnes, loin du monde, loin de la cour. Et le troisième château, c'est Herrenchiemsee. Il est situé sur les bords d'un lac, entouré de prairies, de vignobles, de forêts. Il a été construit sur le modèle de Versailles. Louis II voulait revivre l'époque de Louis XIV, le roi Soleil, le grand siècle. Il voulait s'y installer avec sa cour, ses ministres, ses conseillers. Il voulait y organiser des bals, des fêtes, des spectacles. Les 3 châteaux ont coûté une fortune. Mais pour Louis II, l'argent n'a plus d'importance. Il s'endette, il s'empruntait. Il vend des bijoux, des tableaux, des meubles. Il ne ménage pas ses dépenses. Il écrit des lettres pleines de poésie, de passion, d'émotion. Il exprime son art, sa sensibilité, son âme. Il s'adresse à son ministre des Finances. Il lui écrit « Mon cher ami, j'ai le cœur serré quand je pense à nos dettes. Je suis prêt à tout pour créer mon œuvre d'art. Je suis prêt à tout pour réaliser mon rêve. » Son entourage s'inquiète. Son médecin personnel l'examine. Son psychiatre le consulte. Son cousin, le Kaiser d'Allemagne, le traite de fou. Son peuple le croit malade. Sa cour le croit anormal. Son pays le croit dangereux. Il vit de plus en plus isolé, loin de Munich, loin de son royaume, loin du monde réel. En 1886, le roi Louis II est retrouvé dans son château de Neuschwanstein. Il a été pris en pleine fouille. Il a été surpris en flagrant délit. Il a utilisé son empreinte royale pour se procurer de nouveaux tissus. Il a voulu acheter de nouvelles couleurs pour peindre ses murs. Il a voulu se procurer de nouveaux meubles pour décorer ses salles. Il a voulu réaliser de nouvelles sculptures pour orner ses jardins. Il a voulu s'enrichir de nouveaux trésors pour agrandir ses musées. Son ministre des Finances le poursuit. Il lui reproche d'avoir pillé le trésor royal. Il lui reproche d'avoir ruiné le royaume de Bavière. Il le poursuit devant les tribunaux. Il le force à quitter son château. Il le menace d'emprisonnement.
Il l'oblige de se cacher. Le roi Louis II se réfugie dans son château d'Herrenchiemsee. Il se promène seul, la nuit, dans le jardin. Il caresse les fontaines, il embrasse les statues, il parle aux oiseaux, il se confie aux arbres. Il est effrayé par les ombres, il fuit les regards, il évite les visages, il ignore les cris. Il est perdu dans son monde, il vit dans ses rêves. Ses ministres décident de l'arrêter. Ils le transportent dans un autre palais. C'est le docteur von Guden qu'il surveille. C'est lui qui l'examine, c'est lui qui l'interne. Le lendemain, le roi Louis II est retrouvé mort dans un lac. Il a été victime d'une noyade. Officiellement, le roi s'est suicidé, dit le rapport médical. De nombreuses zones d'ombre subsistent. Le roi avait-il été empoisonné? Le roi avait-il été assassiné? Le roi avait-il été jeté dans le lac? Le roi avait-il été abandonné? Le roi avait-il été oublié? Le roi avait-il été oublié? Louis II meurt à 40 ans, ruiné, rejeté, vilipendé, mais libre dans ses rêves. Aujourd'hui, ces châteaux attirent des millions de visiteurs. Neuschwanstein a même inspiré le château de la Belle au bois dormant de Disney. Le roi fou est devenu un roi légendaire. Alors, pour conclure, était-il vraiment fou ou était-il simplement trop sensible, trop créatif pour le monde brutal qui l'entourait?